Bonjour, on continue notre série d'exercices concernant les applications des verbes d'action utilisés en SVT. Et cela en résolvant bien sûr les examens proposés au baccalauréat depuis 2016 jusqu'à 2022. On a déjà fait la correction des séries de 2016 à 2021 pour les séries SVT et PC. Maintenant, on va traiter dans cette vidéo les deux sessions qui nous restent, celle de rattrapage de 2022 pour SVT et PC. Et on va commencer par la session de rattrapage 2022 pour les SVT. Donc voilà le sujet que j'ai déjà proposé dans la vidéo précédente et j'espère que vous avez essayé de résoudre cet exercice pour vous tester et vous préparer au contrôle de classe et à l'examen final. Comme vous le constatez, on vous donne toujours un problème à résoudre et on vous donne des données et des documents en plus des questions. Et ces questions, bien sûr, se composent de verbes d'action auxquels vous devez bien sûr répondre. Si on passe à la correction, une forme de myopathie, maladie du muscle, se manifeste par une intolérance aux efforts physiques de courte durée et de forte intensité. Afin de déterminer la cause de cette maladie, on propose les données suivantes. Donc, lorsque vous lisez le texte, vous cherchez bien sûr le problème à résoudre. Dans ce cas, c'est bien sûr quelle est la cause de cette maladie qui est la myopathie. Donnée 1. Lors d'un effort physique, la cellule musculaire consomme directement dès les 10 premières secondes des réserves d'ATP initiales dont il dispose. Ces réserves sont rapidement épuisées et d'autres voies métaboliques de synthèse d'ATP prennent ensuite le relais. Le document 1 présente certaines réactions responsables de la régénération d'ATP dans la cellule musculaire et le bilan énergétique en ATP pour un glucose. Bien sûr, lorsqu'on va à l'examen, on a déjà préparé et on a déjà des informations en tête. Dans ce cas, pour la régénération de l'ATP dans les muscles, bien sûr, on a vu qu'il y a trois voies. Deux voies métaboliques anaérobiques qui sont lactiques et allactiques et une voie métabolique aérobique qui est la respiration. Et on sait que la quantité d'ATP, elle est constante dans le muscle et elle est utilisée et en même temps elle est régénérée. Voilà, donc on vous donne ici le document 1. Il comprend la glycogénolyse, c'est-à-dire la réaction A, c'est-à-dire on passe du glucogène qui est un complexe composé de plusieurs molécules de glucose, qui va subir une hydrolyse pour donner des glucoses, des molécules de glucose libres, c'est-à-dire dégradation du glycogène en glucose. La voie 1. La réaction B et D, vous comprenez bien sûr, ici le glucose pour donner le pyruvate, il subit ce qu'on appelle la glycolyse. Et bien sûr, la glycolyse va donner de l'acide pyruvique, c'est-à-dire le pyruvate, qui va subir une réduction pour donner ce qu'on appelle le lactate, c'est la fermentation lactique. Par contre, si le pyruvate passe dans la mitochondrie et subit le cycle de Krebs et la chaîne respiratoire, c'est bien sûr la respiration. Et on sait que dans la fermentation lactique, il y a seulement 2 ATP, alors que dans la respiration, il y a bien sûr une grande quantité d'ATP aux environs de 36 à 38 ATP. Donc la voie 2, B et C. La voie 1, B et D, voie métabolique anaérobique de la fermentation lactique lors d'un effort de courte durée et de forte intensité, durée de 10 à 60 secondes, c'est-à-dire 1 minute. Voie 2, réaction B et C, voie métabolique aérobique de la respiration cellulaire lors d'un effort d'endurance, durée d'1 minute à quelques heures. Par exemple, le marathon. Alors qu'ici, c'est seulement pour 100 mètres, c'est-à-dire un sprint de 100 mètres. La question, à partir des données du document 1, proposez une hypothèse qui explique l'intolérance aux efforts physiques chez la personne atteinte de la myopathie étudiée. Ici, on vous demande de proposer une hypothèse à partir de ce document-là. Dans ce document-là, on vous donne toutes les réactions possibles pour donner bien sûr l'ATP nécessaire à la contraction musculaire, donc nécessaire à l'activité musculaire. Or, cette personne qui souffre de la myopathie, donc il a une intolérance aux efforts physiques de courte durée et de forte intensité. Donc, dans ce cas-là, bien sûr, on peut supposer qu'il y a un problème au niveau de A, c'est-à-dire que le glycogène ne s'hydrolyse pas pour donner le glucose, ou au niveau de la glycolyse, c'est-à-dire que le glucose ne donne pas le pyruvate,
ou bien sûr, ou à ce niveau-là, D, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de passage aux réactions possibles pour passer du pyruvate au lactate. Donc on peut poser ici des hypothèses possibles, l'absence de certaines enzymes nécessaires à ces réactions, ou à l'une de ces réactions. Donc on peut accepter toute hypothèse valable telle que un dérèglement dans la réaction A entraîne un manque de glucose, ce qui arrête la production d'ATP, d'où intolérance aux efforts physiques, ou un dérèglement dans la réaction B, l'arrêt de la glycolyse, ou bien sûr un dérèglement au niveau de D, au niveau de la réaction D, c'est-à-dire qu'il n'y a pas passage de le pyruvate vers le lactate. Donc c'est ça les hypothèses qu'on peut supposer. Donnée numéro 2. Des mesures ont été réalisées chez une personne saine et chez une personne atteinte de cette myopathie. La figure 1 du document présente la concentration en glycogène musculaire au repos et après un exercice physique intense. La figure 2 présente le taux du lactate, c'est-à-dire l'acide lactique sanguin au cours d'un effort musculaire court et intense. On vous donne ici une remarque, le lactate retrouvé dans le sang est d'origine musculaire. Alors, en vous basant sur les données du document 2, vous avez les deux figures. Comparez les concentrations en glycogène musculaire du sujet malade à celles du sujet sain, au repos et après l'exercice physique. Donc, on a ici le graphe. Il comporte des histogrammes, comme vous voyez ici, le noir pour le malade et le blanc pour l'individu sain, au repos et après exercice. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, pour la figure 1, si on fait la comparaison au repos, qu'est-ce qu'on peut constater? Que l'individu malade a plus que la concentration en glycogène musculaire chez la personne malade est supérieure à celle de l'individu sain. Pour le malade, il peut atteindre 800 millimoles par kilo. Par contre, le malade peut atteindre aux environs 450 ou 500 par kilo. Mais après l'exercice, qu'est-ce qu'on peut constater? C'est qu'il y a une diminution de la concentration du glucose seulement chez l'individu sain. Par contre, chez l'individu malade, elle reste constante, c'est-à-dire il n'y a pas consommation du glycogène par l'individu malade au cours de cet effort ou cet exercice. Pour la figure 2, qu'est-ce qu'on peut constater encore? Que l'acide lactique chez le sain, l'individu sain bien sûr, elle augmente avec le temps lorsqu'on fait un exercice physique intense. Il augmente avec le temps jusqu'à atteindre 1, puis il va être plus ou moins constant et diminue enfin. Par contre, chez le malade, la quantité elle est presque constante à 0,5 mmol par litre. Donc c'est ça la comparaison. Donc au repos, la concentration en glycogène musculaire chez la personne malade, à peu près 800 mmol par kilo, est supérieure à celle de l'individu sain, 450 mmol par kilo. Mais après un exercice intense, la concentration en glycogène musculaire reste stable, à peu près 800, mais chez la personne saine, elle diminue à presque de 450 à 300 mmol par kilo. Qu'est-ce qu'on peut déduire? Donc, puisqu'on parle de l'acide lactique, ici, elle reste constante, et là, il n'y a pas de consommation, ou presque, il n'y a pas de consommation de glycogène, donc on peut supposer que la voie qui n'est pas active chez la personne malade, c'est la voie de la fermentation lactique. Comme justification, c'est bien sûr ici, vous voyez que pour l'individu qui fait un effort physique qui est sain, il y a formation et augmentation de la concentration de l'acide lactique, c'est-à-dire il y a eu fermentation lactique. Par contre ici, il y a constance, donc il n'y a pas de fermentation lactique. Donc on peut déduire que la voie non fonctionnelle chez la personne malade est la voie de fermentation lactique. Comme justification, on peut dire que chez la personne malade, la concentration en lactate est stable à la valeur initiale 0,5 mmol par litre, et par contre chez l'individu sain ou la personne saine, elle augmente jusqu'à une valeur maximale de 1 mmol par litre au temps de 2 minutes, puis elle diminue légèrement à partir de t égale 3 minutes. Dans les 3, les cellules musculaires sont caractérisées par la présence d'une enzyme appelée myophosphorylase.
qui intervient dans la transformation du glycogène en glucose. Réaction A du document 1. Là, voilà, ici. Donc, on a ici l'action de l'enzyme myophosphorylase. Dans le document 3, vous avez ici présente des mesures de la quantité de la myophosphorylase active chez un muscle de cuisse. Donc, myophosphorylase active en UA, unité arbitraire, pour le tissu musculaire, pour 1 g de tissu musculaire, chez une personne atteinte de la myopathie, et là chez une personne saine comme référence. Vous voyez bien qu'il y a une très faible quantité de cette enzyme chez la personne atteinte de cette myopathie, alors que la personne qui est saine, il a et bien sûr une grande quantité de cette enzyme. En exploitant les données du tableau document 3, donnez le facteur responsable de l'évolution de lactate observé chez les personnes atteintes de la myopathie étudiée document 2. Puisque l'individu malade par cette maladie, c'est-à-dire la myopathie, souffre de la non-consommation du glycogène et absence de la fermentation lactique, donc on peut dire que le facteur responsable de l'évolution de lactate observé chez les personnes atteintes de cette myopathie est dû bien sûr à la présence d'une faible quantité de l'enzyme myophosphorylase. Vous voyez, on vous donne tout dans le document. Vous n'avez bien sûr qu'à faire des relations entre les données qu'on vous donne et la question qu'on vous pose pour répondre. Du fait que le muscle de la cuisse chez la personne malade contient une très faible quantité d'enzyme, la phosphorylase, la myophosphorylase, et se caractérise par la stabilité de la concentration en lactate, on peut avancer que le facteur responsable de l'évolution de la concentration du lactate chez la personne malade est dû à la présence d'une très faible quantité de cette enzyme. En vous basant sur les données précédentes 1, 2 et 3, expliquez l'origine de l'intolérance aux efforts physiques courts et intenses chez les personnes atteintes de la myopathie. Étudiez et vérifiez l'hypothèse proposée en répondant à la question 1. Donc d'après tout ça, toutes ces données qu'on a vues ici, on peut supposer que le muscle du malade contient une faible quantité de l'enzyme myophosphorylase, d'où la non-transformation du glycogène ou non-hydrolyse du glycogène en glucose. Donc l'absence de glucose va bien sûr diminuer la réaction de la fermentation lactique. On peut dire que l'origine de l'intolérance aux efforts physiques courts et intenses chez les personnes atteintes est due bien sûr à la présence d'une faible quantité de l'enzyme myophosphorylase responsable de l'hydrolyse du glycogène en glucose. Et l'absence de glucose diminue la fréquence de la fermentation lactique, d'où bien sûr présence seulement d'une faible quantité d'ATP, d'où l'intolérance remarquée chez les individus malades. Et cela, bien sûr, vérifie l'hypothèse proposée au début, c'est-à-dire qu'il y a un dérèglement au niveau de A. Un dérèglement au niveau de A, c'est-à-dire l'absence de la myophosphorylase. Le sujet malade se caractérise du sujet sain par le manque en myophosphorylase empêche l'hydrolyse du glycogène en glucose, c'est-à-dire pas de réaction petit a, ce qui entraîne la non-présence des réactions B et D, d'où l'arrêt de production du lactate conduisant à une faible production d'ATP, d'où bien sûr l'intolérance aux efforts physiques courts et intenses remarqués chez les malades. Ceci bien sûr vérifie l'hypothèse qu'on a proposée tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a un dérèglement au niveau de réaction A. Et ceci bien sûr est dû à la non-présence ou la faible quantité de la myophosphorylase. Donc là, c'est pour l'examen proposé au SVT. Maintenant, on va voir celui qui est proposé au PC. C'est le même, mais seulement il y a des questions qui diffèrent. Une forme de myopathie, maladie du muscle, se manifeste par une intolérance aux efforts physiques de courte durée et de forte intensité. Afin de déterminer la cause de cette maladie, on propose les données suivantes. Lors d'un effort physique, la cellule musculaire consomme directement dès les 10 premières secondes les réserves d'ATP initiales dont il dispose. Ces réserves sont rapidement épuisées et d'autres voies métaboliques de synthèse d'ATP prennent ensuite le relais.
Le document 1 présente certaines réactions responsables de la régénération d'ATP dans la cellule musculaire et le bilan énergétique en ATP pour un glycose. Donc voilà donc le schéma ou le document 1 qu'on vous donne. Il présente bien sûr des informations importantes afin de comprendre l'exercice et afin de comprendre les réponses que vous devez donner. Alors comme question, comme pour les SVT, on vous demande ici de proposer une hypothèse qui explique l'intolérance aux efforts physiques chez les personnes atteintes de la myopathie. Comme on avait proposé dans le cas des SVT, c'est la même chose presque. C'est-à-dire qu'il y a un dérèglement au niveau des réactions A, ou dérèglement au niveau de B, ou dérèglement au niveau de D ou de C. Et en petit b, on vous demande de dégager, sous forme d'un tableau, les caractéristiques de la voie 1 anaérobie et de la voie 2 aérobie lors d'un effort physique. Donc vous devez faire un tableau ou une comparaison entre les deux voies sous forme d'un tableau. C'est-à-dire vous donner un tableau et vous allez remplir les caractéristiques pour chaque voie. On a ici la voie anaérobique et là la voie aérobique. Et on sait que la voie anaérobique, il a un rendement faible en énergie et de courte durée, alors que l'autre, elle est, bien sûr, elle donne une grande quantité d'énergie et bien sûr, elle comprend le travail ou l'exercice de longue durée, c'est-à-dire l'endurance. Alors remarquez ici, caractéristiques des deux voies métaboliques, donc la voie 1 anaérobique, elle est de courte durée, plus active entre 10 à 60 secondes, comme vous donne ici. Bilan énergétique faible, seulement 2 ATP, le voilà. Pour la voie aérobique, c'est-à-dire la respiration, et l'effort d'endurance, c'est-à-dire elle peut durer longtemps. Vous voyez ici de 1 minute à quelques heures. Plus active pour les efforts dépassant 1 minute. Et le bilan énergétique est très élevé, entre 36 et 38 ATP. Données numéro 2. Des mesures ont été réalisées chez une personne saine et chez une personne atteinte de cette myopathie. La figure 1 du document 2 présente les concentrations en glycogène musculaire au repos et après un exercice physique intense, alors que la figure 2 présente le taux du lactate acide lactique sanguin au cours d'un effort musculaire court et intense. Et comme remarque, on vous donne aussi le lactate retrouvé dans le sang et d'origine musculaire. Donc on vous demande de comparer la concentration en glycogène musculaire du sujet malade à celle du sujet sain au repos et après l'exercice. Donc ce que vous avez à faire, c'est seulement de comparer et de donner des phrases courtes et claires. Alors on peut dire que au repos, il y a une grande quantité de glycogène chez la personne malade, à peu près 800 millimoles par kilo de muscle. Contrairement au sein, il n'a seulement que 450 millimoles par kilo de muscle. Par contre, après un exercice physique, qu'est-ce qu'on peut constater? Que la concentration elle reste constante. Malgré l'effort, c'est-à-dire l'exercice, elle reste constante. Donc il n'y a pas consommation de glycogène. Contrairement au sein, on voit ici il y a une diminution à peu près à 300, ce qui veut dire qu'il y a consommation du glycogène. Donc si on compare, donc au repos, la concentration en glycogène musculaire chez la personne malade, 800 mol par kilo, est supérieure à celle de la personne saine, 450 millimoles par kilo. Mais après un exercice physique intense, la concentration en glycogène musculaire reste stable à 800 millimoles par kilo chez la personne malade, alors qu'elle diminue chez la personne saine, elle dépasse ou elle passe de 450 à 300 millimoles par kilo. Ce qui veut dire chez le sain, il y a consommation de glycogène. Par contre, chez le malade, il n'y a pas de consommation de glycogène. Décrivez les variations du taux du lactate sanguin chez la personne saine et la personne malade. Donc, on voit la figure numéro 2. Si on compare les deux figures, qu'est-ce qu'on peut constater? Que après l'exercice, il y a une augmentation de la concentration du lactate sanguin. Donc, on passe de 0,5 à 1 millimole par litre. Puis, elle reste constante. Et après 3 minutes, elle va diminuer, alors qu'elle est constante à 0,5 millimol par litre chez le malade. Donc chez la personne saine, le taux de lactate augmente progressivement avec le temps jusqu'à la valeur maximale de 1 millimol par litre
autant de 2 minutes, puis il diminue légèrement à partir de 3 minutes. Mais chez la personne atteinte de la maladie, le taux du lactate reste constant à la valeur initiale qui est 0,5 mmol par litre. En vous basant sur les deux documents maintenant, déduisez la voie métabolique non fonctionnelle chez la personne atteinte de la myopathie étudiée lors d'un exercice physique intense de courte durée et justifiez votre réponse. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Puisque chez l'individu malade, la concentration en lactate est constante. Même la concentration en glycogène est constante. Ça veut dire que le muscle des malades n'utilise pas le glycogène pour produire le lactate, c'est-à-dire l'acide lactique. Donc, il n'y a pas de fermentation lactique. Donc, la voie métabolique non fonctionnelle chez les personnes atteintes de la myopathie est bien sûr la fermentation lactique. Donc, on déduit que la voie métabolique non fonctionnelle chez la personne malade est la voie de la fermentation lactique, qu'on peut justifier par la stabilité du taux de lactate. Vous voyez, la stabilité du taux de lactate de la personne atteinte de cette myopathie au cours d'un effort musculaire court et intense, et aussi bien sûr par la constance de la concentration du glycogène au repos et après un exercice. Troisième donnée, les cellules musculaires sont caractérisées par la présence d'une enzyme appelée myophosphorylase qui intervient dans la transformation du glycogène en glucose, réaction A du document 1. Le document 3 présente des mesures de la quantité de myophosphorylase active dans un muscle de cuisse. En vous basant sur les données du tableau, document 3, comparez la quantité de la myophosphorylase active entre la personne saine et la personne atteinte de la myopathie. Déterminez le facteur responsable de l'évolution du lactate observé chez les personnes atteintes de la myopathie étudiée. Donc, en comparant, on constate que la concentration en cette enzyme qui est la myophosphorylase, elle est très faible chez les personnes malades atteintes de la myopathie. Contrairement aux personnes saines, elles ont bien sûr une grande quantité de cette enzyme. Donc, le facteur responsable, c'est bien sûr la faible quantité de cette enzyme. Donc, par comparaison, on constate que le muscle de la cuisse chez la personne malade contient une très faible quantité d'enzyme myophosphorylase, alors qu'il est important dans le muscle de la personne saine. Donc, on peut supposer que le facteur responsable de l'évolution du taux de lactate, d'après les documents qu'on a vus, c'est la stabilité de la concentration en lactate chez la personne malade. Cette stabilité elle est due à la présence d'une très faible quantité de l'enzyme phosphorylase. En vous basant sur les données précédentes, 1, 2 et 3, c'est-à-dire documents 1, 2 et 3, expliquez l'origine de l'intolérance aux efforts physiques courts et intenses chez la personne atteinte de la myopathie étudiée et vérifiez l'hypothèse proposée en réponse 1. Donc si on revoit le document 1, vous voyez qu'il y a bien sûr plusieurs réactions qui se passent au niveau du muscle, à la fois l'hydrolyse du glycogène et la glycolyse, la fermentation lactique et la respiration cellulaire. Or, dans le document 2, on a vu qu'il y a la constance du lactate dans le sang et bien sûr la constance du glycogène. Donc il n'y a pas utilisation du glycogène par l'individu malade. Alors que le document 3 nous permet de dire que chez le malade, il y a un manque ou une absence d'une enzyme qu'on appelle la myophosphorylase, qui est bien sûr responsable de l'hydrolyse du glycogène en glucose. Donc, comme explication de l'origine de cette maladie, c'est bien sûr l'absence de l'enzyme myophosphorylase qui empêche l'hydrolyse du glycogène en glucose. Le glucose absent, donc il n'y a pas de formation de pyruvate. Pas de pyruvate, donc il n'y a pas de fermentation lactique, donc pas de lactate. Et ceci, bien sûr, laisse seulement la présence de 2 ATP et une très faible quantité d'ATP, c'est-à-dire un rendement qui est très faible, ce qui explique l'intolérance aux efforts physiques courts et intenses. Donc chez le malade, le manque de la myophosphorylase empêche l'hydrolyse des glycogènes en glucose, donc pas de réaction A, ce qui veut dire pas de réaction B et D,
ce qui entraîne l'arrêt de production des lactates conduisant à une faible production d'ATP, d'où l'intolérance aux efforts physiques courts et intenses. Ceci, bien sûr, vérifie l'hypothèse proposée au début. Voilà, on a terminé tous les examens proposés depuis 2016 à 2022 concernant la restitution des connaissances et les raisonnements scientifiques pour toutes les sessions depuis 2016 à 2022. Maintenant, on va passer aux exercices de restitution des connaissances proposés dans les épreuves du baccalauréat marocain pour la deuxième UT, c'est-à-dire l'information génétique. Et pour cela, je vais vous laisser les examens proposés dans les sessions 2020 et 2022 concernant la session de rattrapage 2018 pour les PC, la session normale 2020 pour les SVT et la session de rattrapage 2020 pour les SVT. Alors essayez de les résoudre pour tester votre préparation aux examens. Donc celui-là, c'est pour la session de rattrapage 2018 pour les PC. Bien sûr, vous pouvez arrêter la vidéo pour répondre aux questions. Là, c'est pour la session normale 2020 SVT. Et là, c'est pour la session de rattrapage 2020 pour les SVT. Il me reste maintenant que vous quitter en vous souhaitant bon courage et à la prochaine vidéo.